All right, hands where I can see him. Stay right there. We got a call about a suspicious individual with a A child. call? Officer, I'm just having coffee with my son. What is this about? Your son. That kid doesn't look like your son. Is this child Sir, in you need to danger? provide identification for both of you right now. Are you serious? This is I profiling. don't have to prove he's my child to sit here. Back. Lâchez cet enfant. Les mains sur la tête, bien en évidence. Vous êtes en état d'arrestation. Le 14 mai 2023 à 15h47, à l'intérieur du café Le Moment Parfait, situé dans le quartier aisé du Marais, à Paris, un incident de profilage racial a dégénéré en une crise de sécurité publique aux conséquences financières et professionnelles dévastatrices. L'enregistrement, capturé par 3 angles de vidéosurveillance, puis par les caméras piétons de la police nationale, documente le moment où Julien Dubois, 42 ans, brigadier de police hors service, a confronté Mathieu Diop, 38 ans, agent de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui était avec son fils adoptif de 5 ans, Léo. Le postulat de Dubois était simple et à caractère racial. Un homme noir ne pouvait pas être le père d'un enfant blond. Il a accusé M. Diop d'enlèvement. L'intervention qui a suivi a entraîné la révocation de Dubois, une procédure pénale et un accord à l'amiable d'un montant exact de 250 000 €. Ceci est le compte-rendu documentaire de la manière dont un acte de préjugé a conduit à la ruine complète d'un agent de la force publique. L'analyse comportementale précédant l'incident, basée sur les témoignages des clients et le dossier de service de Julien Dubois, révèle un historique documenté de plaintes pour abus d'autorité et une tendance à l'escalade agressive. Ce jour-là, il est entré dans le café à 15h42 et les images de la caméra de vidéosurveillance numéro 2, offrant un angle serré sur l'entrée, montrent son regard se fixer quasi instantanément sur Mathieu Diop et son fils Léo. Pendant 5 minutes complètes, une éternité dans le contexte d'une surveillance passive, Dubois a observé l'interaction du duo. Le dossier psychologique établi durant l'enquête interne notera plus tard qu'il ne cherchait pas des preuves, mais une confirmation de ses préjugés. Chaque geste d'affection du père envers son fils, chaque rire partagé au-dessus de leur chocolat chaud, était interprété par Dubois non pas comme une scène familiale normale, mais comme un acte de dissimulation sophistiqué, une performance destinée à tromper d'éventuels observateurs. Sans aucune tentative de vérification discrète, sans le moindre dialogue préalable avec le personnel du café, il a traversé la salle, son corps tendu, ses pas lourds et délibérés. Mathieu Diop, dont la formation à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure inclut une conscience situationnelle de tous les instants, a immédiatement perçu l'approche hostile. Sans un mot, il a subtilement ajusté sa chaise, se positionnant comme un bouclier protecteur entre l'inconnu et son fils. Il est resté assis, adoptant une posture calme et maîtrisée, un protocole de sécurité intégré visant à ne jamais provoquer l'agresseur. Dubois s'est arrêté devant leur table, son ombre les recouvrant. Sa première phrase n'était pas une question, mais une accusation voilée, prononcée d'un ton bas et chargée de menaces. « À qui est cet enfant? Dites la vérité !» La réponse de Diop fut un modèle de désescalade. « C'est mon fils, nous prenons juste un goûter. Y a-t-il un problème, monsieur ?» Sa voix était dénuée de toute émotion agressive, purement factuelle. Il a même esquissé un léger sourire, une tentative de désarmer la tension palpable. Il a ensuite sorti son téléphone, l'offrant comme une solution. J'ai une copie numérique de son acte de naissance et de nos papiers d'adoption si cela peut vous rassurer. Mais cette offre de preuve, cette proposition logique et rationnelle, fut le catalyseur qui fit basculer l'animosité latente de Dubois en confrontation ouverte. Le refus de Dubois ne fut pas verbal, mais physique, un geste de la main dédaigneux, balayant l'offre de Diop comme une insulte. Pour lui, la preuve visuelle de la différence de couleur de peau entre le père et le fils était la seule évidence nécessaire, une vérité immuable qui rendait tout document caduc. Son système de croyances, fondé sur des stéréotypes raciaux profondément ancrés, ne pouvait admettre une réalité alternative. L'irrationalité de sa position est devenue le moteur de l'effondrement qui allait suivre. « Je suis brigadier de police », a-t-il déclaré, sa voix montant d'un cran, attirant l'attention des tables voisines. « Je sais reconnaître un comportement suspect. Et vous, monsieur, vous êtes très suspect. » Chaque mot était articulé pour intimider, pour affirmer une autorité qu'il n'avait pas le droit d'exercer en étant hors service et sans aucun motif légitime. Diop, voyant que la logique n'avait aucune prise, a changé de tactique, se concentrant sur la sécurité de son fils qui commençait à pleurer silencieusement. « Monsieur, je vous demande de baisser la voix. Vous faites peur à mon enfant. Votre comportement est inapproprié. »
Cette remarque, bien que formulée calmement, a été perçue par Dubois comme une contestation directe de son autorité. La gérante du café, alertée par le bruit, s'est approchée. « Monsieur, tout va bien ici. S'il y a un problème, je vais devoir vous demander de partir. » Dubois s'est tourné vers elle, le visage déformé par la colère. « Occupez-vous de vos clients et laissez la police faire son travail. » Il a ensuite reporté son attention sur Diop, son doigt pointé de manière accusatrice. « Vous n'irez nulle part. Vous allez rester ici jusqu'à l'arrivée de mes collègues. » L'enregistrement audio de la caméra 3 capture distinctement le son de Léo qui murmure « Papa, j'ai peur », un son qui a renforcé la détermination de Diop à rester maître de la situation. Ignorant les regards choqués des autres clients, dont plusieurs filmaient désormais la scène avec leur téléphone, Dubois a sorti son propre appareil. Il ne cherchait pas à vérifier une information. Il s'apprêtait à déclencher une intervention pour enlèvement sur la base de rien d'autre que la couleur de peau d'un homme. C'était une erreur monumentale, une décision prise sous l'emprise de la haine qui allait lui coûter absolument tout. Comment auriez-vous réagi face à une accusation aussi injuste et agressive dans un lieu public, Le point de non-retour fut franchi avec une arrogance froide et calculée. Ignorant la gérante qui se tenait figée, les mains à moitié levées dans un geste d'impuissance et les murmures choqués qui parcouraient désormais la salle, Julien Dubois a délibérément tourné le dos à la table de Mathieu Diop. Ce geste n'était pas seulement un refus du dialogue, c'était une annulation symbolique de la légitimité de Diop en tant que père et en tant qu'interlocuteur. Aux yeux de Dubois, la discussion était terminée avant même d'avoir commencé. Il tenait son téléphone comme une arme, l'écran brillant reflétant la détermination obstue sur son visage. La narration omnisciente, si elle pouvait être entendue, soulignerait que chaque seconde de cette interaction était méticuleusement capturée. La caméra de surveillance numéro 1, positionnée au-dessus du comptoir, enregistrait chaque syllabe, chaque geste avec une clarté numérique impitoyable. Simultanément, au moins 4 téléphones portables de clients, devenus des témoins citoyens, filmaient sous des angles différents, créant un dossier visuel complet de l'abus de pouvoir qui se déroulait. Diop, conscient de cette surveillance multiple, resserra son étreinte autour de son fils, lui chuchotant des mots rassurants à l'oreille, sa propre formation lui dictant de laisser l'agresseur s'enfermer lui-même dans un piège procédural. Dubois composa le 17, le numéro d'urgence de la police. Sa voix, lorsqu'il parla à l'opérateur, était transformée, empreinte d'une fausse urgence professionnelle. Il se présenta comme brigadier Dubois, signalant un enlèvement d'enfant en flagrant délit au café Le Moment Parfait. Il décrivit un suspect, utilisant des termes codés mais sans équivoque, qui correspondaient à Diop et le qualifia d'agressif et de non coopératif. Il a omis de mentionner qu'il était hors service, en civil, et qu'il agissait sur la seule base d'un préjugé racial. Chaque mot prononcé était un mensonge, une brique supplémentaire dans le mur de sa propre destruction. L'opérateur, suivant le protocole, a immédiatement dépêché les unités les plus proches. L'appel était terminé. Les forces de l'ordre étaient en chemin. Le triomphe se lisait sur le visage de Julien Dubois. Il avait raccroché, le téléphone encore à la main, un sourire suffisant étirant ses lèvres. Pour lui, l'affaire était entendue. Il avait identifié une menace, pris le contrôle de la situation et alerté les forces de l'ordre. La salle était plongée dans un silence glacial, uniquement perturbé par les pleurs étouffés du petit Léo, blotti contre son père. Les autres clients, devenus des témoins involontaires, le fixaient avec un mélange de peur et de dégoût, leur téléphone toujours pointé dans sa direction, transformé en instrument d'une justice imminente dont il ignorait encore l'existence. Dubois savourait ce qu'il percevait comme une validation de son instinct, une affirmation de son autorité. Il se voyait déjà recevant les félicitations de ses collègues pour son intervention héroïque. Mais alors que cette illusion de contrôle atteignait son apogée, le comportement de Mathieu Diop changea. Ce ne fut pas un changement brusque ou agressif, mais une transformation subtile et totale. Sa posture, jusqu'alors purement défensive et protectrice, se redressa. Son dos devint droit comme une barre d'acier. Son regard, qui avait évité la confrontation directe pour ne pas envenimer la situation, se fixa sur Dubois avec une intensité froide et analytique, celle d'un professionnel évaluant une menace non plus pour sa famille, mais pour la sécurité de l'État. Sa passivité stratégique s'était évaporée, remplacée par une autorité tranquille mais absolue. D'une voix qui n'était plus celle d'un père inquiet, mais celle d'un agent en fonction, une voix calme, mesurée mais qui traversa le café comme une lame, il donna un ordre. « Éloignez-vous de mon fils, identifiez-vous officiellement, maintenant. »
Le changement de ton était si radical que Dubois en fut décontenancé, une fraction de seconde avant que son arrogance ne reprenne le dessus. Il éclata d'un rire méprisant. « Je suis la police, et vous êtes en état d'arrestation, sale type !» C'est à ce moment précis, l'instant exact où le préjugé de Dubois atteignait son paroxysme, que la réalité s'effondra pour lui. D'un mouvement fluide et économique, dénué de toute précipitation, Diop glissa sa main à l'intérieur de sa veste. Il ne sortit pas une arme, mais un portefeuille en cuir noir. Il l'ouvrit avec une lenteur délibérée, un geste presque théâtral destiné à être vu et enregistré par chaque caméra présente. Il en extrapa une carte. La caméra de surveillance numéro 1, avec son objectif impitoyable, zooma sur cet instant. La carte de service de la Direction générale de la sécurité intérieure. L'insigne de la République française brillait sous les lumières du café, à côté de la photographie d'identité de Mathieu Diop et de son titre officiel. Il ne l'attendit pas agressivement, il la présenta simplement, la tenant entre le pouce et l'index, la laissant suspendue dans l'air entre eux, un rectangle de plastique qui venait d'annihiler tout le système de croyance de Dubois. « Négatif », répondit Diop, sa voix toujours aussi calme discépre la situation avec une précision clinique. Vous êtes un citoyen agissant hors de sa juridiction et sur la base d'un préjugé. Je suis l'agent Mathieu Diop et vous venez de commettre successivement et devant témoins les délits d'injure publique à caractère racial, de menaces, d'usurpation de fonction et de dénonciation calomnieuse. Le tout, bien sûr, documenté par la caméra juste au-dessus de votre tête. Le visage de Dubois se décomposa. La caméra captura la cascade d'émotions. L'arrogance fit place à la confusion, puis à l'incrédulité, et enfin à une vague de panique pure qui vida son visage de toutes couleurs. Au loin, une sirène commença à déchirer l'air parisien. Les renforts qu'il avait appelés arrivaient, mais ils ne venaient pas pour l'homme qu'il avait accusé. Si vous voulez voir comment un sergent de la police nationale réagit en découvrant qu'il a été appelé pour arrêter un agent de la DGSI, abonnez-vous et activez les notifications, car les images des caméras piétons sont accablantes. L'arrivée des forces de l'ordre fut annoncée par le hurlement des sirènes qui déchira la quiétude relative du Marais. À 16h03, 2 véhicules de la police nationale se garèrent en double file devant le Moment Parfait, leurs gyrophares balayant la façade de flashs bleus et rouges. L'enregistrement de la caméra piéton du sergent Fournier, matricule 789B4, capture ce qui suit avec une clarté brute et sans phare. Le sergent, un homme d'une quarantaine d'années au visage buriné par l'expérience, pénétra dans le café, son arme de service en position de basse précaution, suivi de près par 3 autres agents. Son regard balaya la scène, s'arrêtant sur les 3 figures centrales de l'attention. Un homme noir debout, protecteur devant un enfant en larmes, et un autre homme, visiblement agité, qui se tourna vers lui avec un air de triomphe. « C'est lui, sergent !» cria Dubois, le doigt pointé. « L'individu est agressif, il prétend faire partie des services secrets. Il a tenté de m'empêcher de sécuriser l'enfant qu'il a enlevé. » Mathieu Diop, anticipant le protocole d'intervention, leva lentement les mains à hauteur de ses épaules, paumes y vertes, un geste universel de non-agression. Son calme contrastait violemment avec l'agitation de Dubois. À aucun moment son regard ne quitta celui du sergent. « Agent Mathieu Diop, Direction générale de la sécurité intérieure », dit-il d'une voix posée mais audible par-dessus le brouhaha naissant. « Je vous demande de procéder à une vérification d'identité prioritaire via votre canal sécurisé. Mon matricule est Delta Golf 7113. » Le sergent Fournier, formé à reconnaître les signes d'une situation anormale, sentit immédiatement que quelque chose ne correspondait pas au signalement initial. L'homme en face de lui n'avait rien d'un kidnappeur paniqué. Il avait la posture et l'assurance d'un professionnel aguerri. Il fit un signe de tête à son second tout en gardant Diop dans sa ligne de mire. « Centrale, ici unité 75 Marais. Demande de vérification d'identité pour un agent de la DGSI. Priorité absolue. » Pendant les quelques secondes que dura l'attente, une éternité suspendue dans le temps, Dubois savourait sa victoire. Il voyait déjà les menottes se refermer sur les poignets de Diop. Il ne remarqua pas que les autres clients, leur téléphone toujours en train de filmer, s'étaient rapprochés, formant un cercle silencieux de témoins. La réponse crépita dans l'oreillette du sergent, inaudible pour les autres, mais dont l'effet fut aussi visible qu'un éclair. Le corps du sergent Fournier se détendit imperceptiblement. Son arme de service fut abaissée puis rengainée dans un mouvement fluide. L'arrivée des forces de l'ordre fut annoncée par le hurlement des sirènes qui déchira la quiétude relative du Marais. À 16h03, 2 véhicules de la police nationale se garèrent en double file devant le Moment Parfait, leurs gyrophares balayant la façade de flashs bleus et rouges.
L'enregistrement de la caméra piéton du sergent Fournier, matricule 789B4, capture ce qui suit avec une clarté brute et sans phare. Le sergent, un homme d'une quarantaine d'années au visage buriné par l'expérience, pénétra dans le café, son arme de service en position de basse précaution, suivi de près par 3 autres agents. Son regard balaya la scène, s'arrêtant sur les 3 figures centrales de l'attention. Un homme noir debout, protecteur devant un enfant en larmes, et un autre homme, visiblement agité, qui se tourna vers lui avec un air de triomphe. « C'est lui, sergent !» cria Dubois, le doigt pointé. « L'individu est agressif, il prétend faire partie des services secrets. Il a tenté de m'empêcher de sécuriser l'enfant qu'il a enlevé. » Mathieu Diop, anticipant le protocole d'intervention, leva lentement les mains à hauteur de ses épaules, paumes ouvertes, un geste universel de non-agression. Son calme contrastait violemment avec l'agitation de Dubois. À aucun moment son regard ne quitta celui du sergent. « Agent Mathieu Diop, Direction générale de la sécurité intérieure », dit-il, d'une voix posée mais audible par-dessus le brouhaha naissant. « Je vous demande de procéder à une vérification d'identité prioritaire via votre canal sécurisé. Mon matricule est Delta Golf 7113. » Le sergent Fournier, formé à reconnaître les signes d'une situation anormale, sentit immédiatement que quelque chose ne correspondait pas au signalement initial. L'homme en face de lui n'avait rien d'un kidnappeur paniqué. Il avait la posture et l'assurance d'un professionnel aguerri. Il fit un signe de tête à son second, tout en gardant Diop dans sa ligne de mire. « Centrale, ici unité 75 Marais. Demande de vérification d'identité pour un agent de la DGSI. Matricule DG 7113. Priorité absolue. » Pendant les quelques secondes que dura l'attente, une éternité suspendue dans le temps, Dubois savourait sa victoire. Il voyait déjà les menottes se refermer sur les poignets de Diop. Il ne remarqua pas que les autres clients, leur téléphone toujours en train de filmer, s'étaient rapprochés formant un cercle silencieux de témoins. La réponse crépita dans l'oreillette du sergent, inaudible pour les autres, mais dont l'effet fut aussi visible qu'un éclair. Le corps du sergent Fournier se détendit imperceptiblement. Son arme de service fut abaissée puis rengainée dans un mouvement fluide. Identité confirmée, agent Diop, en mission non officielle, aucune menace signalée. Je répète, aucune menace. Le sergent fit un signe discret, et les 3 autres policiers imitèrent son geste, leurs armes disparaissant dans leurs étuis. La validation externe, officielle et indiscutable, venait de tomber comme un coup près. Le sergent s'avança de 2 pas vers Mathieu Diop et lui adressa un léger hochement de tête, un signe de respect entre membres des forces de l'ordre. « Monsieur Diop, toutes nos excuses pour cette intervention. La situation est désormais sous contrôle. » Puis, sans un regard de plus pour Diop, il pivota sur lui-même. Son attention, et celle de toute son unité, était maintenant entièrement tournée vers un Julien Dubois dont le visage s'était vidé de toute couleur. L'arrogance avait fait place à une confusion béate, rapidement remplacée par la lueur froide de la panique. La caméra piéton de Fournier zooma sur le visage de Dubois, capturant chaque spasme de compréhension, chaque tressaillement de lèvres, alors que la réalité de son erreur monumentale le frappait de plein fouet. « Brigadier Dubois », dit le sergent d'une voix qui avait perdu toute chaleur, une voix de procédure. « Restez où vous êtes, vous ne bougez plus. » Vous êtes en état d'interpellation pour les faits suivants. Dénonciation calomnieuse, abus d'autorité manifeste et mise en danger d'autrui. Un rapport circonstancié sera immédiatement transmis à l'inspection générale de la police nationale. Le silence dans le café était total, rompu seulement par le cliquetis métallique des menottes que l'un des adjoints venait de sortir. Le sergent tendit la main, non pas pour une poignée de main, mais avec une demande silencieuse et sans appel. « Votre carte de service et votre arme, brigadier, maintenant. » Pour Dubois, chaque objet qu'il remit symbolisait un morceau de la vie qu'il venait de perdre irrémédiablement. Les conséquences pour Julien Dubois ne furent pas une lente dérive vers l'oubli, mais une avalanche procédurale, rapide et d'une précision chirurgicale. La machine administrative, mise en branle par le rapport du sergent Fournier et les preuves vidéo accablantes, a agi avec une célérité exemplaire. Moins de 48 heures après l'incident, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, le convoquait. L'interrogatoire, dont le procès-verbal a fuité dans la presse spécialisée, n'a duré que 57 minutes. Face aux enregistrements de la vidéosurveillance du café, synchronisée avec l'audio de son propre appel au 17 et les images des caméras piétons, toute tentative de justification s'est effondrée. Il ne pouvait nier ni la nature raciale de son postulat de départ, ni l'escalade agressive qu'il avait initiée, ni la fausse déclaration faite à l'opérateur d'urgence. Le verdict du Conseil de discipline, réuni en procédure d'urgence, fut unanime et sans appel. Révocation pour faute grave. Cette décision a anéanti sa carrière de 20 ans.
Du jour au lendemain, il a perdu son salaire mensuel net de 2800 €, l'intégralité de ses droits à la retraite accumulés et toute possibilité de travailler à nouveau dans la fonction publique ou dans le secteur de la sécurité privée, sa licence lui étant retirée. L'analyse financière commandée par les avocats de Mathieu Diop a estimé la perte totale de revenus projetée sur le reste de sa carrière à plus de 800 000 €, un chiffre abstrait qui allait bientôt devenir terriblement concret. Sur le plan pénal, le parquet de Paris l'a mise en examen pour injure publique à caractère racial, abus d'autorité par une personne dépositaire de l'autorité publique et dénonciation calomnieuse. Compte tenu de la gravité des faits et de leur impact médiatique, toute possibilité de composition pénale fut écartée. Un procès public semblait inévitable, une perspective qui terrifiait Dubois bien plus que la sanction administrative. C'est dans ce contexte que la procédure civile a scellé sa ruine financière. Pour éviter l'humiliation supplémentaire d'un procès qu'il était certain de perdre, ses avocats lui ont conseillé d'accepter un accord à l'amiable. Le montant, non négociable, fut fixé à 250 000 €. Le document de transaction, une pièce juridique de 12 pages, détaillait froidement la répartition de cette somme. 150 000 € étaient alloués à Mathieu Diop en réparation du préjudice moral, de l'atteinte à sa dignité et de l'humiliation subie devant son fils et des dizaines de témoins. Les 100 000 € restants furent placés sur un compte séquestre au nom de Léo, destiné à couvrir les frais d'un suivi psychologique à long terme pour traiter le traumatisme de l'incident ainsi qu'à financer ses études futures. Pour honorer cet accord, Dubois a dû liquider la totalité de son patrimoine. Son appartement parisien, évalué à 220 000 €, fut vendu en urgence bien en dessous de sa valeur marchande. Son véhicule fut également cédé. Le solde de la dette, environ 10 000 € après frais, fut couvert par une saisie sur ses maigres économies. Il se retrouva sans emploi, sans domicile fixe et avec une dette morale et sociale impayable. Son nom est devenu une anecdote honteuse dans les commissariats, un cas d'école enseigné à l'académie de police sur ce qu'il ne faut jamais faire. Pendant ce temps, la vie de Mathieu Diop a repris son cours, imperturbable. Son professionnalisme et son sang-froid exemplaire lui ont valu une citation interne à la DGSI. Il a été vu la semaine suivante dans un parc poussant Léo sur une balançoire, l'image même de la normalité et de la résilience. Sa victoire n'était pas dans la ruine de Dubois, mais dans la réaffirmation que sa place de père et de citoyen n'était pas négociable. La justice karmique, dans ce cas précis, n'était pas une force mystique, mais l'application froide et logique de la loi, alimentée par des preuves numériques irréfutables. Le coût du préjugé, pour Julien Dubois, a été calculé au centime près. A-t-il enfin compris que le racisme n'est pas une opinion, mais une dette qui finit toujours par être réclamée avec les intérêts ? Avez-vous déjà été témoin d'une situation où la justice a été rendue de manière aussi complète? Partagez vos histoires dans les commentaires et n'oubliez pas de partager ce document pour rappeler à tous que les actions ont des conséquences.